10h02. Je vous souhaite la bienvenue pour notre conseil municipal du 14 juin. Notre conseil municipal est à la fois en présentiel pour un certain nombre d'élus qui sont présents ici même, mais également en visioconférence, et il est bien sûr ouvert en visioconférence à la population et à la presse. Ce conseil municipal, je vais faire l'appel afin de savoir qui est en ligne et qui ne l'est pas pour que nous puissions vérifier les quorums comme il en est l'usage. Madame Catherine Léonidas est présente ici même physiquement à l'Hôtel de Ville. Monsieur Jean-Philippe Plaise, il en est de même. Madame Catherine Bendigui n'est pas là. Monsieur Christophe Berthaud est présent physiquement. Martine Madeleine est présente physiquement. Monsieur Dominique Guégaud est présent. Je reprends. Monsieur Dominique Guégaud est présent physiquement. Madame Marielle Jay est en visio. Oui, présente, monsieur le maire. Merci Marielle. Tarek Azouag. Monsieur le maire, bonjour à tous et à toutes. Merci. Madame Chantal Vetter est présente physiquement. Monsieur Thibaut Guiraud m'a donné pouvoir jusqu'à son arrivée qui ne saurait tarder. Madame Danielle Carlier est présente physiquement. Monsieur Vincent Bramoulet. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Madame Marine Edelec est présente. Monsieur Olivier Prantou est présente. Madame Eugénie Tête-Noire. Tous présentes. Merci Eugénie. Monsieur Pascal Donit. Présent, monsieur le maire. Merci. Madame Anna Maria Spano. Bien, merci Anna Maria. Comment ça s'est passé avec monsieur l'ambassadeur? Il est reparti satisfait? Très satisfait. L'ambassadeur de Corée qui a inauguré l'exposition sur les baleines. Marie-Lise Fleuret-Pagnou. Présente, monsieur le maire, bonjour à tous. Merci. Michel Raphaël. Monsieur le maire, bonjour à tous. Merci. Monsieur Michel Sabatier. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir représenté auprès de monsieur l'ambassadeur tout à l'heure. Monsieur Gérard Dubois. Tous présents. Bonsoir, monsieur Michel Quillot. Alors, je reprendrai tout à l'heure, dès que Michel nous aura rejoint, est-ce qu'il est en ligne? Pas encore. Chantal Murat. Madame Chantal Murat n'est pas encore en ligne. Elabès Sébar. On ne le voit pas encore en ligne, je rappellerai tout à l'heure. Pascal Sabourin, je vous vois à l'écran. Bonjour à tous. Monsieur Gérard Blanchard. Pas encore connecté. Madame José Brossard a donné pouvoir à Eugénie Tête-Noire jusqu'à son arrivée. Madame Séverine Lacoste. Présente. Merci. Madame Delphine Charrier. Je vous vois à nos côtés. Madame Mathilde Roussel. Présente, en visio. Merci Mathilde. Jamila Mahameri. Bonsoir Jamila. Gwendoline Nevers. Bonsoir Gwendoline. Sylvain Dardenne. Tous, oui, présents. Bonsoir Sylvain. Jean-Claude Cossé est présent physiquement. Olivier Gauvin. Tous. Merci. Madame Catherine Borde-Vauman, qui avait du mal tout à l'heure à se connecter. Elle n'est pas encore arrivée. Bon, bah écoutez, vous vous mettez en relation avec elle. Monsieur Franck Coupeau est présent physiquement. Madame Nadège Désir donnera pouvoir à monsieur Thillot à partir de 19h. Nadège Désir est en ligne? Je suis là, présente. Bonjour à tous. Bonsoir Nadège. Madame Aya Kofi est présente ici même.
Madame Tiffany Vrignot est présente physiquement ici même. Monsieur Jean-Marc Soubest a donné pouvoir à Madame Océane Marielle. Monsieur Éric Pasquier a donné pouvoir à Madame Guillard, excusez-moi. Et donc Madame Carole Guillard est présente physiquement. Madame Océane Marielle. Elle arrive, elle est en léger retard. Monsieur Thierry Tougeron, je vous ai vu à l'écran tout à l'heure. Monsieur Thierry Tougeron, je vous ai vu. Mais votre micro n'est pas appuyé. Bonsoir à vous. Séverine Aouage-Bavrel est excusée. Monsieur Jo Brochet est présent physiquement. Et Madame Céline Jacob. Je vous vois à l'écran. Bonsoir. C'est parfait. Merci beaucoup. Madame Chantal Murat me dit que vous êtes arrivée. Oui, présente, monsieur le maire. Très bien. Nous avons d'autres arrivées? Non, pas pour le moment. Mais en tout cas, le quorum est bien sûr très largement atteint. Je vais proposer comme secrétaire de séance, s'ils acceptent, monsieur Pascal Sabourin. Avec plaisir. Très bien. Et pour la parité, on m'avait dit monsieur Gérard Blanchard, mais ça ne marche pas. Donc je vais proposer à Martine Madeleine, si vous acceptez. Donc le secrétariat de séance sera fait par Martine Madeleine. Voilà. Chers collègues, avant l'ordre du jour, et comme il en est l'usage, je vais demander à Delphine de nous faire un point sur la situation sanitaire et puis bien sûr sur la vaccination. Pouvez-vous nous donner les dernières informations en votre connaissance? Oui, merci. Bonsoir. Alors, concernant cette situation sanitaire, à la semaine dernière, on avait un taux d'incidence. Alors, je me rappelle le taux d'incidence, c'est le nombre de cas pour 100 000 habitants. Il est stable. Il est de 68 en Nouvelle-Aquitaine, 31 en Charente-Maritime et 47 cas pour 100 000 habitants sur la zone de la communauté d'agglo de La Rochelle. On a un taux de positivité de 2,14 en Nouvelle-Aquitaine, c'est un taux qui est encore en baisse. Il est de 1,8% sur la communauté d'agglo. Et puis le coefficient de reproductibilité du virus est en dessous de 1, donc il n'y a pas de progression observée du virus sur notre territoire et on en est absolument ravis. De même que la situation à l'hôpital est stabilisée, on n'observe pas de tension particulière à l'hôpital. Il y a 10 patients Covid actuellement à La Rochelle, enfin, sur les hôpitaux de La Rochelle et de Ré, et 3 en réanimation. Donc voilà, sur le plan sanitaire, on est rassurés, les chiffres se stabilisent dans le sens que l'on espère tous. Sur le plan de la vaccination, quelques chiffres en France, on a près de 20% de la population nationale qui est complètement vaccinée, c'est-à-dire qu'elle a eu tout son schéma vaccinal de réaliser, que ce soit 2 doses, 1 dose ou 3, en fonction des de chacun. Sur la Nouvelle-Aquitaine, 43,2% de la population a reçu une dose, 22% de doses. La Nouvelle-Aquitaine, c'est un territoire qui se situe en 3e position en France sur le niveau de schéma vaccinal complet. Pour ce qui est de la CDA, on a vacciné 86 202 personnes, ce qui est assez incroyable au vu du peu de temps depuis lequel ça a commencé. C'est largement plus de la moitié de la population qui a reçu sa première dose et près de 20% qui a eu ces 2 doses. On a 56 343 personnes exactement en fin de semaine dernière qui ont reçu leur primo-injection. Permettez-moi un instant. Vous avez à l'écran le tableau de détail de la semaine 23. Quand on n'est pas au cœur de cette organisation, on se dit, ben c'est bien. Moi, ce que je veux saluer, c'est la qualité de l'organisation qui est mise en place, que ce soit sur le centre de Loncan, de Nieul ou de Châtelaillon, et du SDIS. C'est vraiment une organisation impressionnante, avec des dimensions humaines. Quand quelqu'un ne peut pas être là, il est remplacé. Le pool
d'infirmières, le pôle de médecins, les agents de l'Encan. C'est vraiment un travail impressionnant et je saluerai ce travail. Bientôt, avant la fin du mois, nous serons à 100 000 vaccinations. Il faut mesurer ce que c'est comme chiffre, c'est considérable. Et donc, je ferai un salut particulier à la 100 millième. Je veux dire aussi, je vais vous laisser terminer, puis j'aurai un petit complément. D'accord, merci. Oui, vous voyez sur le schéma, la semaine dernière, on a vacciné plus de 8000 personnes sur les 3 centres. Et puis cette semaine, sur l'Encan, par exemple, c'est 6244 vaccinations qui sont prévues. On ne se rend pas trop compte, mais ça fait 1250 vaccins par jour sur l'Encan. Ça représente 120 injections l'heure. Enfin, on peut traduire ça par plein de formes, mais ça vous montre quand même... Ça veut dire combien de lignes de vaccination en parallèle? Alors, ça dépend, 10-12, en fonction des jours, effectivement. En tout cas, vous avez raison de souligner le nombre de personnes qui travaillent. Ils sont physiquement sur le centre. Sur place, à l'Encan, en permanence, on a 10 infirmières qui vaccinent, 3 médecins qui orientent, 3 médecins qui consultent, 2 médecins qui accompagnent la saisie sur les outils de l'assurance maladie. Dans ces personnes-là, il y a bien sûr des agents de la ville, dont des personnes remarquables du service de santé publique de la ville de La Rochelle, et des personnels de la CDA. Depuis le 12 avril, le département a mis à disposition 10 professionnels de santé et 4 coordinateurs. Ils nous sont d'une excellente aide sur place pour fluidifier aussi les accueils. Donc c'est un très beau renfort. Il y a notamment une personne à temps plein, un équivalent temps plein de coordination. Et puis pour l'été, nous avons sollicité l'Éducation nationale pour un renfort médecins et infirmières. La bonne nouvelle aussi depuis ce matin, c'est que nous avons sur le centre une dizaine d'élèves infirmiers qui nous ont été proposés en partenariat avec l'IFSI, l'école de soins infirmiers, qui participent avec nous à la vaccination. Alors ils sont bien entendu sous la supervision des équipes qui sont en place depuis bien longtemps et qui maîtrisent parfaitement le flux. Mais en tout cas, c'est un renfort absolument appréciable, et pour eux en tant qu'expérience, et pour nous en tant que ressources humaines. Dans les petites informations, mais bien entendu, vous en avez tous entendu parler dans les informations nationales, à compter du 15 juin, donc c'est demain, la vaccination des 12-17 ans entre en vigueur. Ça demande quand même un certain nombre de garanties dont les décrets sont sortis dimanche en fin de journée. Autant vous dire qu'on travaille aussi un peu le week-end. À rappeler la présence obligatoire de l'un des parents et puis une autorisation écrite des 2 parents. Voilà, ce sont des contraintes aussi. Puis l'accord du mineur, bien sûr, à se faire vacciner. Pour info, je crois que pour demain, on a 14 mineurs inscrits à l'Encan pour se faire vacciner. Donc ça va bien évidemment monter en charge, mais ça demande des contraintes organisationnelles et de responsabilité pour les médecins nouvelles. Voilà, pour vous donner quelques nouvelles, bien entendu, on essaye de se projeter au mieux pour la rentrée. On sait qu'on va passer l'été sur des chiffres à peu près similaires, voilà, assez stables. Les prévisions de livraison de vaccins Pfizer restent a priori au même niveau que celles qu'on peut avoir aujourd'hui, voire légèrement plus. Voilà, va rester à gérer l'arrivée des touristes, enfin, les aléas de l'été, les aléas de RH de l'été, et puis à anticiper la rentrée, sous peut-être de nouveaux formats. On espère qu'on aura des informations sur de nouvelles modalités à la rentrée. Voilà ce que je peux vous en dire. Merci beaucoup Delphine pour votre engagement. Vous suivez ça tous les jours. Un petit détail, vous voyez une photo de l'esplanade. Alors sachez que très prochainement, il va y avoir des tentes sur l'esplanade pour protéger du soleil les personnes qui attendent qu'il n'y ait pas de coup de chaud à l'extérieur. Voilà. Et donc, une des difficultés que nous avons à ce stade, c'est de savoir à partir de quand nous pouvons reprendre des congrès, des séminaires, puisque évidemment la vaccination est prioritaire, mais il y a déjà des réservations sur l'automne et on a du mal à fixer le curseur. On a besoin que l'ARS nous donne des instructions précises à ce moment où on pourra aller sur un autre site, mais aujourd'hui ce site est vraiment le meilleur pour faire de la vaccination, et il est clair que la vaccination passe avant toute autre considération. Merci. Alors, on me donne des détails. Madame Bordevoman est arrivée et connectée. Monsieur Blanchard. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Monsieur Blanchard est absent et a donné pouvoir. Monsieur Sébat
est arrivé connecté. Madame Marielle est arrivée, je salue son arrivée. Monsieur Tougeron est maintenant connecté. Voilà. S'il n'y a pas de questions particulières sur la vaccination, je vais démarrer l'ordre du jour prévu. Alors, oui, Madame Marielle, oui. Ne nous emmenez pas sur un débat complètement différent. Non, non. Juste, normalement, le pouvoir de Jean-Marc Soubès. Nous l'avons cité. D'accord. Nous l'avons bien reçu et cela a été... Alors, dans les éléments d'information, ce n'est pas une délibération. J'informe le Conseil qu'au titre des ressources humaines, nous avons reconduit des mises à disposition d'agents qui travaillent auprès de la SPL Funéraire Publique La Rochelle-Onis, que 5 agents qui sont des agents municipaux ont été détachés, et donc c'est totalement neutre budgétairement, puisqu'ils sont rémunérés par la ville, mais que la ville est remboursée à l'euro par la société publique locale. Il s'agit là d'une information que je dois donner aux membres du conseil municipal. Adoption du conseil municipal du 29 mars. Voilà. Je travaille sous haute surveillance. Et donc, y a-t-il des remarques particulières ou pas? Je n'en vois pas. Donc, nous considérons que le conseil municipal de son compte rendu est donc adopté. Les élus sont invités à venir signer au secrétariat la feuille d'émargement correspondante. Je vais passer maintenant la parole à Madame Vetter pour le contrat territorial des milieux aquatiques, approbation du plan d'action Rochelet. Madame Vetter, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc il s'agit qu'a dit Monsieur le maire, du contrat territorial des milieux aquatiques qu'on définit en CTMA. Donc, bien sûr, c'est l'agglomération de La Rochelle qui a la compétence de la gestion des milieux aquatiques, et ça depuis 2018. Et donc, elle a réalisé un diagnostic des milieux aquatiques, donc les milieux aquatiques sur les cours d'eau et les marais, donc sur la partie de son territoire qui était dépourvue d'un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, donc qu'on appelle le SAGE. Je donne toujours, bien sûr, les acronymes, puisque malheureusement, on est souvent à parler ainsi. Donc, cette partie de territoire qui est dépourvue de schéma d'aménagement de gestion de l'eau, elle appelait ça la zone blanche, et La Rochelle fait partie de cette zone blanche. Alors, elle fait partie de cette zone blanche sur plusieurs sites, sur le marais de Pampin. Ça concerne donc, oui, le marais de Pampin, le cours d'eau du Lafond et du Fépilly, et avec un focus spécial sur le Lafond et le Fépilly dans le cadre du parc Charruguet, le marais de Tadon, bien sûr, et le bassin de la Solette au milieu. Alors, nous souhaitons bien sûr tous améliorer la qualité de ces milieux aquatiques, et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a proposé la mise en œuvre d'un programme d'action, un programme d'action ambitieux dans le cadre d'un contrat territorial. Ce contrat donc doit être vraiment un outil pour reconquérir la qualité des eaux. L'objectif, bien sûr, c'est de réduire les sources de pollution et de dégradation de ces milieux aquatiques. Alors, ce contrat, c'est un programme d'action qui est établi sur 6 ans, de 2021 à 2026, mais en 2 phases. D'abord 2021-2023 et puis 2024-2026. Donc, c'est un programme qui comprend, bien sûr, principalement des actions d'entretien et de restauration des cours d'eau, à peu près sur 60% à peu près des actions d'entretien et de restauration des marais, des études complémentaires par rapport préalable aux actions de restauration, des actions de suivi, des suivis quantitatifs, qualitatifs, etc., et des actions de communication. Alors, qui sont les acteurs donc, qui travaillent à ce contrat? Tous les maîtres d'ouvrage, la CDA bien sûr, puisqu'elle est porteuse de cette compétence, et puis les 7 communes d'agglomération qui sont concernées par cette zone blanche, dont La Rochelle, et puis les 3 associations syndicales des marais. Et puis bien sûr, les partenaires financiers, qui sont principalement l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Alors,
Tous ces acteurs vont être signataires du premier contrat territorial, donc 2021-2023, pour un coût estimé à 5 400 000 euros. Voilà, et donc c'est ces partenaires financiers qui vont financer à hauteur de 3,5 millions. Hein, les partenaires financiers, donc comme j'ai dit, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le département et la région. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit pas encore de signer, il s'agit de valider les termes de ce contrat territorial au niveau de notre commune. D'abord, en éléments financiers, donc pour le contrat de 2021 à 2023, donc le reste à charge pour la commune, compte tenu enfin des aides des partenaires plus hauts, le reste à charge pour la première année sera de près de 75 000 euros, 74 978 000 euros. Pour la deuxième année, donc 2022, 109 200 euros. Et pour la troisième année, 27 668 euros. C'est-à-dire que la commune, pour les 3 ans, aura à sa charge 211 894 euros, alors que les dépenses totales approchent des 400 000 euros. Donc, bien sûr, c'est dépenser de l'argent, c'est pour un contenu. Et ce contenu, c'est, alors, pour le Marais de Tadon, des actions de suivi, de continuité écologique pour la renaturation du Marais, et puis l'élaboration des passages à faune qui vont être construites sur l'avenue Jean Moulin. Pour le Marais de Pampin, c'est une étude de la typologie des voies d'eau. Pour les cours d'eau, les berges de La Rochelle, des cours d'eau de La Rochelle, donc c'est donc Lafond, Fétilly, des travaux d'entretien courant, et puis bien sûr la lutte contre les espèces envahissantes, la taille, l'entretien des berges, et principalement sur le parc Charruyer, des études complémentaires pour définir le programme des travaux qui va démarrer sur le parc Charruyer, et puis sur le bassin de la Solette, donc une restauration de zones humides. Voilà, donc le prévisionnel est passé en délibération à la CDA au mois de mai. Le calendrier, donc aujourd'hui, nous vous présentons donc ce contrat et nous souhaitons votre approbation. Les autres communes concernées de la CDA doivent aussi approuver, et tout cela avant le 24 juin, puisque le 24 juin, ce contrat approuvé par les communes sera présenté à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Ensuite, entre juillet et septembre, il y aura la présentation et l'approbation des autres partenaires, le conseil départemental, la région Nouvelle-Aquitaine et les syndicats de Marais. Et la signature sera en septembre, suivie immédiatement, bien sûr, par la mise en œuvre. Donc après, en fin 2023, ce serait le premier bilan pour permettre d'engager la deuxième phase jusqu'en 2026. Donc voilà, nous demandons au conseil municipal d'approuver le projet de premier contrat territorial 2021-2023 que vous avez annexé à cette délibération, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le contrat territorial avec la communauté d'agglomération de La Rochelle, les autres maîtres d'ouvrage et les partenaires financiers, les éventuels avenants et tout document y afférent, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les marchés publics et les demandes d'aide financière relatives aux actions prévues dans le contrat territorial, les différents avenants et documents afférents. Voilà, monsieur le maire. Merci pour cet exposé très clair. Alors, je peux le compléter très légèrement en disant que l'Agence de l'eau nous a fait confiance parce qu'ils avaient indiqué dès le départ que pour nous aider sur le grand programme du Marais de Tadon, il fallait signer un CTMA. On leur avait dit qu'il faut le temps de le construire. Donc, ils nous ont accompagnés sur ce grand programme. Nous nous accompagnerons sur des nouveaux programmes. Et ça nous permet de tenir notre engagement d'un contrat territorial des milieux aquatiques qui est, comme vous l'avez rappelé, porté par l'agglomération. Merci beaucoup, Chantal. Des questions particulières? Je n'en vois pas. Donc, je vois qui souhaite s'abstenir, qui souhaite voter contre. Donc, ce CTMA est donc adopté. Chers collègues, avant de passer à la question suivante, les deux schémas, M. Michel Tillot est maintenant connecté, ainsi que Mme Jay qui est également connectée. Par ailleurs, j'ai omis tout à l'heure de faire un appel pour des assesseurs. Comme vous le savez tous,
Nous avons des élections départementales et régionales dimanche prochain, ainsi que le dimanche suivant. Et il nous manque sur certains bureaux des assesseurs. En nombre général, on y arrivera. Mais pour éviter de déplacer des assesseurs, il serait mieux d'avoir des assesseurs complémentaires. Donc je lance cet appel ce soir, puisque nous sommes en ligne et que la presse aussi nous écoute, de dire qu'il nous faut encore des assesseurs pour permettre aux présidents de bureau ou aux assesseurs aussi de pouvoir souffler quelques minutes, faire quelques pauses techniques, pouvoir déjeuner. Et donc voilà, si nous pouvons avoir des assesseurs en plus, nous pourrons organiser les élections dimanche prochain et le dimanche suivant plus tranquillement. Voilà le message de l'instant. Madame Léonidas, je vais vous passer la parole pour le système d'assainissement de Portneuf. Merci, monsieur le maire. C'est une délibération très technique. Alors, il s'agit d'un avis du conseil municipal concernant la station d'épuration de Portneuf, une demande d'autorisation environnementale pour le renouvellement de l'autorisation administrative. Alors, donc, la CDA dispose d'une station d'épuration qui regroupe un certain nombre de communes, hein, La Rochelle, Étré, Loumeau, Nieul, Lagorce, Périgny, Pulboro, Saint-Rogatien, La Jarme, et puis une partie de la commune de Dompierre-sur-Mer. L'exploitation de ce système d'assainissement a été autorisée en 2007 pour une durée de 10 ans. La CDA souhaite renouveler l'autorisation administrative de son système d'assainissement et mettre en adéquation la capacité technique réelle de la station avec celle donc administrative qui sera inscrite dans un nouvel arrêté. En fait, cette station possède une capacité de traitement correspondant à 226 666 équivalents habitants, très précis, et actuellement, elle déclare une capacité administrative de 170 000 équivalents habitants. Donc, dans le cadre de cette demande d'autorisation environnementale, il y a une enquête publique qui est organisée du 21 mai au 25 juin, et donc le conseil municipal de chacune des communes dont j'ai parlé auparavant est appelé à formuler un avis sur cette demande. Donc, ensuite, on a une description du système d'assainissement. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a 521 km de canalisation et 38 023 branchements et une soixantaine de conventions de rejet avec des entreprises. Évidemment, ces eaux collectées font l'objet d'un pré-traitement, ce qu'on appelle un dégrillage, un dessablage, un dégraissage. Puis ensuite, il y a une action biologique qui permet de traiter une charge organique de 13 600 kg de DBO, donc c'est de demande biochimique en oxygène par jour. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'issue du traitement, les boues sont égouttées, déshydratées, puis compostées en vue d'un épandage agricole. Les déchets issus du dégrillage sont incinérés et les eaux sont rejetées en mer au niveau de la baie de Portneuf. Le bilan du système d'assainissement donc sont stables et compatibles avec la capacité, y compris lors de la saison touristique. Il y a des surveillances de qualité des eaux qui sont mises en place. Et puis, on sait que, hormis la période postérieure à la tempête de Xynthia, le respect des prescriptions préfectorales relatives aux paramètres physico-chimiques, etc., l'azote, phosphore, la demande en biochimique en oxygène est observée ces dernières années et aucune non-conformité sur le plan bactériologique n'a été constatée. On va faire au niveau du réseau de collecte des eaux usées des quartiers de Tadon et de Villeneuve-les-Salines, il existe un important poste de refoulement près du parking Jean Moulin. En cas de dysfonctionnement, donc toutes ces eaux des remontées d'eau pourraient se produire dans les habitations du quartier de Tadon. Donc, on va remédier à cette éventualité en créant au niveau de ce poste de refoulement un système qui dit que les eaux usées pourront être dirigées vers le canal de la Moulinette via une vanne à action manuelle. Voilà, tout un tas de procédures. Ensuite, un autre risque important ici dans notre environnement, c'est le risque de submersion. Donc évidemment, vous le savez tous, que cette station a été fortement touchée lors de la tempête de Xynthia.
Ces organes vitaux ont été impactés, rendant impossible son fonctionnement pendant plusieurs semaines. Donc, il y a eu évidemment une mise en œuvre de protection amovible, mesures organisationnelles, construction de murs de protection périphérique qui vont bientôt se terminer. Et donc depuis 2019, dans le cadre du PAPI, des travaux visant à assurer la protection du secteur de Portneuf contre un événement de type Xynthia plus 20 cm sont en cours. Et à partir de l'automne 2021, tous ces travaux seront terminés. Donc, il y a une nouvelle demande d'autorisation. On a expliqué qu'elle pouvait être, la capacité réelle était à 226 666 équivalents habitants. Il apparaît qu'à l'horizon 10 ans, le taux de charge de la station sera à 92% de la capacité nominale de 226 666 habitants. Donc, la communauté d'agglomération souhaite régulariser la capacité de traitement pour les 10 années à venir. Voilà. Donc, une des priorités du schéma directeur d'assainissement sera le renouvellement des réseaux afin d'éviter leur casse et des épisodes de pollution, ainsi que l'intrusion d'eau claire parasites dans les eaux de nappe dans le système. Voilà, il est donc formulé un avis favorable à cette demande de renouvellement de l'autorisation administrative du système d'assainissement de La Rochelle-Portneuf. Je suis désolée pour la complexité technique. Non, mais on a compris l'essentiel. Principale station d'épuration de tout notre territoire à l'échelle de l'agglomération. Donc c'est un équipement important. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou des interventions? Je n'en vois pas. Alors je vais mettre la délibération au vote. Qui souhaite s'abstenir? Oui, qui est d'accord pour l'avis favorable? Donc y a-t-il des abstentions sur cet avis favorable? Y a-t-il des votes contre cet avis favorable? Cette délibération est donc adoptée. Au passage, samedi dernier, nous sommes allés sur la zone de protection des submersions de Portneuf et on voit la qualité des travaux qui ont été menés. C'est tout à fait remarquable. Et Chantal Vetter, vous vous engagez à planter tout cela quand la Sainte-Catherine se présentera. Parce qu'avant la Sainte-Catherine, il n'y avait pas de trottoir. Donc, de verdir tout cet espace. Oui, monsieur le maire, la Sainte-Catherine, c'est, d'après mes souvenirs, le 25 novembre. C'est donc fin novembre. Donc, je m'engage à commencer à planter avant le 25 novembre. Bah, écoutez, ma voisine connaît bien la date de la Sainte-Catherine, évidemment. Voilà. Mais voisine. Voilà. Merci, chers collègues, pour cette délibération. Martine Madeleine, vous avez des subventions à nous proposer pour la jeunesse. Oui, bonsoir à tous. Il s'agit donc de vous présenter ce soir une seconde répartition de crédits pour les missions jeunesse pour un montant de 11 350 €. Pour rappel, un crédit total de plus de 500 000 € a été inscrit au budget pour l'attribution de subventions de fonctionnement dans le domaine de la jeunesse. Alors, il s'agit ce soir de présenter 3 subventions. Une première subvention pour unicité d'une hauteur de 3 000 € pour votre connaissance. Unicité, c'est une association qui a pour but de faire vivre et développer l'engagement citoyen, la mixité sociale et le respect donc, des différences en contribuant par tous les moyens, y compris la formation professionnelle continue, à développer le service civique dans le respect donc, de la vision fondatrice de la charte d'unicité qui est annexée. Donc, il s'agit de leur permettre de rester sur La Rochelle et donc de favoriser pour les jeunes Rochelais cette possibilité de s'insérer dans la vie active, de contribuer aussi à des missions citoyennes, avec des missions aussi variées que la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour aussi aider les personnes âgées à s'équiper d'Internet et pouvoir l'utiliser. Donc, des missions. Donc, il s'agit ici d'une première attribution pour cette association bien connue. Une seconde subvention de 1 000 € pour l'association Océane Peak. Donc, c'est une association qui a pour objet de développer et de promouvoir les pratiques sportives de pleine nature, respectueuses de l'environnement. L'association développe également et promeut la mixité comme vecteur de performance et de bien-être.
Elle a aussi une mission de sensibiliser à la protection des milieux marins et alpins, ainsi que de former aux techniques de progression en milieu naturel et plus spécifiquement donc, par la voile et les activités en montagne. Donc là, il s'agit de 2 subventions pour Unicité 3 000 € et Océanique qui seraient versées donc, une première fois. Pour Capacité, il s'agit d'un premier versement de 7 350 € pour une subvention totale de 10 500 €, c'est-à-dire qu'un premier versement à hauteur de 70% serait versé et le restant fera l'objet d'une seconde délibération au second semestre. Capacité, nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter, il s'agit d'une association qui mène différents programmes qui favorisent l'acquisition de compétences, l'autonomie, la confiance en soi et l'engagement des jeunes au cœur de la ville. L'association est présente à Horizon Habitat Jeune et accueille principalement des jeunes du quartier de Mireuil. Donc, le programme de Capacité est diffusé, s'appuie sur une démarche d'éducation populaire, mêlant donc la mise en action professionnelle et l'entrepreneuriat collectif. C'est une coopérative en fait de jeunes, avec donc une pédagogie innovante qui fédère donc les jeunes depuis déjà 2 ans. Cette année, l'association développe également son axe numérique autour du projet Ma vie des Hauts, qui est soutenu. Ils ont obtenu, grâce à un dossier qu'ils ont effectué, le soutien de la Fondation Orange, qui s'appuie sur l'audiovisuel pour favoriser l'expression des jeunes, et l'acquisition de cette compétence. Donc, par ces 3 subventions, en fait, la mission jeunesse affirme sa volonté de soutenir les associations qui favorisent l'insertion des jeunes et aussi leur implication dans la cité. Il s'agit aussi de faire la promotion de l'éducation populaire dans une période particulièrement difficile pour cette jeunesse retraite. Donc voilà, donc il s'agit de nous donner l'autorisation de verser ces 3 subventions. Merci. Oui, je vous en prie, Océane. Est-ce que ça marche? Vous appuyez sur le bouton et ça doit marcher. Bon, là, ça marche. Merci de cette présentation. Évidemment, nous sommes favorables et nous la voterons. J'ai juste une question qui pourrait peut-être éclairer les associations qui font partie justement du domaine de la jeunesse. Est-ce que, du coup, dans les fonds qui restent disponibles, on est d'accord qu'il y a 150 000 €, et, enfin, grosso modo, ou peut-être qu'il y en a un peu moins parce qu'il y a un peu d'argent qui est déjà fléché sur ce solde, et peut-être faire un appel aux associations de la jeunesse et dire si vous avez des projets et besoin aussi de financement sur La Rochelle, vous pouvez solliciter ce fonds et donc juste balancer un appel dans le vide, savoir s'il reste vraiment sur ce solde et voir si des associations pourraient se porter candidates par besoin de fonds. Alors, il reste... Martine, mettez votre micro d'abord. Voilà. Donc, exactement 161 056. Alors, parmi, effectivement, cette somme, il y a les 30%, près de 30% versés à un certain nombre d'associations. Nous examinerons, évidemment, il y aura des délibérations que je soumettrai au second semestre, toutes ces subventions. Notre démarche a été d'envoyer à toutes les associations un questionnaire. Et nous travaillons ensemble sur quelles sont les associations qui répondent justement à nos exigences, à nos projets de ville, qui pour la jeunesse propose des activités d'éducation populaire et puis axées sur une dimension sociale, environnementale et puis aussi culturelle et sportive. Voilà, mais oui, nous proposons à toutes les associations ceci, et elles peuvent se mettre en relation d'ailleurs avec la mission jeunesse. Bon. Dire également aux associations, parce que certaines l'oublient un peu, qu'il existe aussi des subventions possibles auprès de la CDA et que les deux d'ailleurs peuvent être cumulées. Merci Martine.
Je vais mettre la délibération au voix, s'il n'y a pas d'autres demandes. Excusez-moi, je n'ai pas mis mon micro. Je vais mettre la délibération au voix. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Cette délibération est donc adoptée. Merci Martine. Avant de passer la parole à Madame Léonidas, puisque vous avez échangé sur l'agglomération et les subventions associatives, de dire que sur la proposition de notre collègue Pascal Sabourin, le Conseil communautaire a accepté d'aider les associations, même en dehors de le champ de compétences d'agglomération, pour être concret, c'est-à-dire sportives, culturelles, environnementales, quand elles ont eu des pertes de revenus liées à une activité économique, et l'activité économique est à prendre, et je parle sous votre contrôle, Monsieur Sabourin, prendre au sens large, c'est-à-dire des recettes de stage, recettes d'activité. Voilà. Donc toutes celles et tous ceux qui connaissaient des associations qui ont perdu de l'activité à cause, bien sûr, du confinement Covid, ils peuvent maintenant, grâce au nouveau règlement adopté par l'agglomération, contacter l'agglomération pour obtenir des concours financiers, pour autant qu'ils ont eu des pertes. Monsieur Sabourin, je vois que vous avez levé la main. Monsieur le maire, il s'agit bien évidemment d'aider les associations sur le secteur de la CDA, mais des associations qui sont bien évidemment employeuses et qui sont sur le secteur marchand, qui peuvent justifier effectivement d'une baisse de chiffre d'affaires. Mais elles doivent être bien évidemment employeuses. C'est un point qui est important. Voilà. Merci beaucoup de cette précision, mais c'est quand même un élargissement important du champ des aides, puisque ce sont même des associations, à partir du moment où elles sont employeuses et qu'elles ont des activités dans le champ commercial, même si elles sont dans des compétences des communes. Chers collègues, ceci n'était qu'une information. Je vous passe la parole, Madame Léonidas, cette fois-ci des subventions dans le domaine du notice, du camping et des plages. Merci, Monsieur le maire. Je vais vous faire un petit rapide exposé sur le monde sportif rochelais. Donc, nous comptons à peu près 28 000 licenciés qui font de la compétition ou du loisir. Alors évidemment, dans ces 28 000 licenciés, il y a bien sûr des gens de tout notre territoire. Nous avons à peu près 180 associations sportives. Nous en suivons précisément, avec le service des sports, à peu près 110. Et comme vous le savez, ces associations sportives ont eu 2 saisons très difficiles, puisqu'elles n'ont pas pu réaliser les championnats, puisqu'elles ont fonctionné seulement en partie. Mon inquiétude est de 2 ordres pour la rentrée, la saison prochaine. C'est l'inquiétude des représentants de ces associations, hein, des présidents, des membres du bureau. La première, c'est est-ce que nos adhérents vont revenir, puisqu'ils ont perdu l'habitude de fréquenter les gymnases, les piscines, tous les lieux de pratique. Et la seconde interrogation, est-ce que les bénévoles vont revenir également? Or, on sait qu'une association sportive, ça marche avec des bénévoles, que c'est la base de l'association sportive. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de pratique sportive. Alors, ça, c'est une interrogation qu'on a au niveau national, hein, sur ces 2 aspects. On est un petit peu inquiet sur les pratiques, alors tout ce qui a vraiment été très contraint, les arts martiaux, où là, le contact est très, très proche. Donc, un peu d'inquiétude dans ces associations, et notamment celles qui emploient du personnel, parce que certaines, leur équilibre économique est à 120 adhérents, par exemple, et s'ils n'en ont plus que 80, évidemment, le modèle économique ne fonctionne plus. Donc, un peu d'interrogation. On aura, je pense, des réponses plus précises à la rencontre. En ce qui concerne les attributions de subventions, nous fonctionnons toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'au mois de juin, on fait une première proposition de subventions de fonctionnement aux associations qui ont bien rempli tous leurs dossiers, qui nous ont donné tout leur bilan, tout leur PV d'AG, même si cette année ça a été compliqué, et qui nous ont fourni les documents dont nous avons besoin. Ensuite, il existe donc une première dotation en juin pour que les comptes des associations aient l'argent pour fonctionner à partir de septembre, puisque c'est à cette époque-là que les saisons démarrent. Ensuite, il reste toujours quelques associations qui sont un peu retardataires.
ou bien des associations pour lesquelles les documents fournis ne sont pas suffisants. Donc, ces associations passent dans un deuxième temps. On refera une présentation au mois de septembre. Mais la plupart des associations ont demandé. Fait particulier cette année, nous avons 12 associations qui ont renoncé à leur subvention en nous demandant de reporter leur subvention aux clubs et associations qui en auraient le plus besoin. Donc, pour l'instant, cette somme récupérée, nous n'y avons pas touché. On la garde précieusement pour le mois de septembre, justement, après avoir, ce que je viens de décrire, après avoir fait un peu un bilan, nous verrons quelles sont les associations que nous serons en mesure d'aider spécifiquement avec l'argent mis de côté, on va dire, hein, un peu comme dans une famille, pour ces clubs-là. Et puis, malheureusement, on a un club également qui a disparu. Il a disparu parce qu'il n'y avait plus de bénévoles, justement. C'est le club Omnisport Rochelet. C'était un club Omnisport avec quelques sections, avec très peu de participants et des participants un peu vieillissants. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même, c'est qu'une de ces sections redémarre à la rentrée, mais certaines autres disparaissent. Donc, je ne vais pas vous énumérer toutes les subventions de fonctionnement, mais vous les avez sous les yeux. Le principe est aussi qu'en général, en juin, on propose, puisque l'enveloppe est identique, la somme qui avait été proposée en juin 2020. Alors parfois, il y a un delta entre les deux, parce qu'en septembre, on a pu rajouter sur présentation de projets. Donc là, il y a des différences. Et notamment, il y a trois ou quatre clubs pour qui il y a des différences, parce que les présidents sont venus nous présenter leurs projets spécifiques pour la saison prochaine. C'est par exemple, je vais prendre des clubs qui développent des sections féminines, et vous savez que nous sommes très attachés à la pratique féminine. Donc ces clubs, d'ores et déjà, nous avons choisi de les aider plus spécifiquement. Donc un certain nombre de subventions pour le fonctionnement ordinaire, on va dire. Ensuite, nous avons une enveloppe de subventions liées à des manifestations. Alors, par exemple, je vais simplement indiquer que le delta pour le marathon de La Rochelle, c'est que l'année dernière, nous avons donné une subvention de 5 000 € spécifique pour le 30e anniversaire, sauf que le 30e anniversaire, enfin, la 30e édition n'a pas eu lieu, donc l'argent a été donné en 2020, ne n'est pas redonné en 2021, mais la 30e édition aura bien lieu le dernier dimanche de novembre, enfin, on le souhaite vivement. Donc, il y a des zéros pour 2020, puisque les manifestations n'ont pas eu lieu en 2020. Exemple, la semaine du nautisme, qui vient de se dérouler la semaine dernière et qui a été un grand succès. Et enfin, nous avons une petite enveloppe également, qui s'appelle subvention d'investissement. Et là, nous recevons les clubs qui font un investissement particulier. Et en exemple, cette année, nous avons reçu le Cercle Andy Rochelet, qui continue à s'équiper en embarcations adaptées pour accueillir des PMR. Et donc là, on a 3 projets qui vont recevoir dès maintenant une autre subvention, et qu'il restera aussi un petit reliquat à partir pour le mois de septembre. Voilà, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, je vous en prie, Aya. Vous appuyez sur le bouton, voilà. Bonsoir à tous. Je ne prendrai pas part au vote puisque je suis arbitre à l'USR. Merci pour votre engagement. Très bien, s'il n'y a pas de demande, je vais passer au vote. Donc vous avez noté, on ne prend pas part au vote. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Donc la délibération est donc adoptée, et je voulais vous féliciter pour votre élection au sein de l'association des élus du sport. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous êtes probablement la meilleure élue au sport de France, et vous avez été élue pour cela vice-présidente de l'association des élus au sport. De l'association nationale des élus en charge du sport, qui regroupe, c'est un réseau de 8000 communes à peu près. 8000 communes? Oui, 8000 communes en réseau, et l'objectif est d'aider les communes, et notamment les petites communes, en ingénierie, en conseil juridique, voilà. Oui, ça, moi qui suis un peu intéressé parfois au nom de la commune,
Ça nous permettra d'avoir des subventions? Non, monsieur le... Voilà. Voilà. Et le président est notre collègue de Brest, qui a été élu nouveau président. Et ça regroupe, par exemple, des villes comme Dijon, Paris, Bourg-Saint-Maurice, Chamonix. Donc ça, pour la voile, on peut leur mettre une tôle. Oui. On a Biarritz aussi. Voilà. Non, ce sont des communes représentatives de la diversité des territoires et de l'outre-mer, des communes rurales, des grandes villes, puisque nous avons aussi l'adjoint sport de la ville de Paris, hein, notamment pour Paris 2024, des communes montagnardes, des communes littorales, une grande représentativité du monde de nos territoires. Voilà. Merci Catherine. Je vais passer maintenant les subventions à Delphine. Merci, ce sont les subventions ordinaires sur le périmètre de la santé pour une première répartition de l'enveloppe initiale qui est de 40 440 € au budget primitif. Là, je vous propose cette première répartition pour un montant de 14 430 € sur des associations qui nous ont envoyé leur bilan, leurs projets, tous les documents dont on avait besoin, qu'on a rencontrés, avec lesquels on échange régulièrement. Ce sont les associations Aide, Alcool Assistance, l'Association des donneurs de sang bénévoles, Étoile Clown, France Alzheimer, les Blues Roses, le Comité départemental contre les maladies respiratoires, la Maison des adolescents et des jeunes adultes, l'Association pour le développement des soins palliatifs, Symphonie 17, et puis la coordination pour le don d'organes. Je ne vous fais peut-être pas le détail, vous avez la note. On est sur des sommes qui sont assez proches de celles de l'année dernière. Merci beaucoup Delphine. Je ne vois pas de questions particulières. Qui souhaitent s'abstenir sur cette délibération? Qui souhaitent voter? Elle est donc adoptée. En complément de votre délibération, je veux porter à la connaissance du conseil municipal les frais que nous engageons pour le fonctionnement de la vaccination. Il y a des frais qui sont pris en charge par l'agglomération, des frais qui sont pris en charge par la ville et des frais qui sont pris en charge par la SEB-Encan. Au seul niveau de la ville, nous sommes sur une dépense mensuelle de l'ordre de 50 000 €. C'est le personnel que nous mettons à disposition, tous les éléments d'organisation. Alors, une part nous sera remboursée par l'Agence régionale de santé, puisque c'est bien sûr, mais je pense que nous porterons à notre charge certainement un solde résiduel. La position de l'ARS n'est pas encore complètement connue sur ces modes de remboursement et de prise en compte, mais sachez que de janvier à fin septembre, ça représente 400 000 € pour la seule ville comme effort budgétaire pour faire tourner un centre. Tout à l'heure, vous indiquiez le nombre de personnes. Alors, personnel de santé est pris en charge directement par l'assurance maladie et par l'ARS, mais toute la logistique, toute l'organisation, sont des sommes importantes, mais quand on voit le nombre de personnes vaccinées, c'est tout à fait légitime. Et on vous fera un rapport complet en septembre sur le point budgétaire sur ce sujet-là. Merci. Alors maintenant, nous allons passer aux subventions handicap. Gwendoline. Oui, merci beaucoup. Alors, on vous propose en fait d'attribuer une première partie donc, de la ligne budgétaire qui a été allouée donc, au budget primitif, donc aux associations de handicap qui ont répondu en nous envoyant des dossiers complets et en nous ayant donné tous les bilans nécessaires à l'attribution de subventions. Donc là, la première répartition est un montant de 13 700 €. Donc pour les associations suivantes, Clairvoyant, l'Association des Pareillés de France, Autisme 17, l'UNAFAM, Horizon Famille Handicap 17 et Diapason. Merci beaucoup. Il y a des points particuliers, je n'en vois pas, donc je vais mettre au vote. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Cette délibération est donc adoptée. Merci beaucoup. Delphine, vous avez la parole cette fois-ci sur des subventions environnementales. Oui, sur le périmètre éducation à l'environnement, information, sensibilisation et formation autour de ces questions environnementales. On a un budget initial à hauteur de 9 010 € exactement. Je vous propose pour ce premier tour de subvention
la subvention de 2 associations. La première, c'est Planinicha, qui intervient autour de la stérilisation des animaux errants. Et la seconde, c'est une reconduction à l'identique de l'année 2020. Et la seconde, c'est Horizon 17, qui est une nouvelle association sur le territoire, qui est adossée d'ailleurs au fonctionnement de l'hôpital de La Rochelle et qui nous propose des actions, enfin qui nous demande une aide au financement d'actions de prévention au sein d'une maternité éco-responsable. Donc c'est sur la santé environnementale pour les mères et les enfants. Ce sont des magnifiques projets. Donc c'est une première demande de cette association que je vous propose de subventionner à hauteur de 1 000 €. Merci beaucoup. Je ne vois pas de questions particulières. Je vais mettre au vote. Qui souhaite s'abstenir? Vote et contre. Elles sont donc adoptées. Nous avons plusieurs délibérations relatives à la culture. Notre collègue Catherine Benguigui étant momentanément absente, elle m'a demandé de les reporter pour pouvoir répondre en personne aux interpellations, aux questionnements qui pourront avoir lieu, donc je les diffère. Madame Spano, Muséum d'histoire naturelle. Alors, la première délibération s'agit de parler du comité scientifique du muséum. Donc, suite à la création en 2015 de ce comité scientifique, les muséums ont officialisé les statuts de plusieurs personnes ressources qui ont été désignées comme correspondants du fait de leurs compétences scientifiques. Donc, on a 3 personnes. Monsieur Georges Richard, professeur émérite des universités, Université de La Rochelle, spécialiste de la malacologie tropicale. Qu'est-ce que c'est comme science, la malacologie? C'est pas un gros mot, hein, c'est les coquillages, tout simplement. C'est lui qui nous a donné toute la collection des cônes, je vais bien prononcer, cônes. Nous avons la très belle collection que nous avons au muséum. Ensuite, monsieur Christian Moreau, que nous connaissons bien, professeur de nos universités, qui est géologue, et monsieur Jean-Luc Fouquet, qui est professeur de physique à retraite de l'éducation nationale. Après le renouvellement des membres, il vous a proposé de confirmer ses correspondants dans leurs fonctions et de proposer la nomination d'un nouveau correspondant dont le nom c'est Madame Marie Lorillard, anthropologue, spécialiste des cultures du nord-est de la Côte d'Ivoire, sud-est du Mali, Burkina Faso. En fait, la culture Sénoufo, Niara Falo, Senara, Soupiré, c'est-à-dire que en fait, elle a été choisie parce que nous avons une très belle collection d'art premier au dernier étage du muséum, et donc on demande aussi qu'on puisse confirmer les 3 correspondants et nommer donc les nouveaux correspondants. Je viens de vous parler. Merci. Merci. Des questions particulières, ces noms font consensus, donc je mets au vote. Oui, pardon, Madame Kofi. Je ne souhaite pas prendre part pour la simple et unique raison que Madame Loria, qui est une anthropologue très reconnue, a plusieurs cordes à son arc et quelquefois je suis amenée à collaborer avec elle. Donc je ne souhaite pas prendre part au vote, même si j'approuve bien sûr la composition de ce conseil scientifique. Donc c'est un avis de ne pas prendre part au vote positif. Mais vous, fort bien, c'est noté. Alors, demande de parole de Mathilde Roussel. Je prends part au vote avec une grande joie. Je connais le travail de Madame Lorillard et c'est une personne très valeureuse, et notamment auprès des enfants. Donc, je pense que c'est un très, très, très bon choix. Voilà, merci. Merci, chers collègues. Je vais mettre au vote. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Donc, cette liste est donc adoptée. Avant de présenter la délibération suivante, simplement de vous dire que ce matin, Monsieur l'ambassadeur de Corée était présent au Muséum d'histoire naturelle pour ouvrir cette exceptionnelle exposition sur les baleines, puisqu'il y a eu des prêts d'objets du musée de Busan en Corée, qu'il est venu avec une délégation importante ce matin, et que maintenant que les règles permettent d'ouvrir les musées,
eh bien, cette exposition peut être visitée avec encore des règles de protection sanitaire. Donc, ceux qui le souhaitent, je vous invite à aller voir cette magnifique exposition avec des œuvres tout à fait exceptionnelles. De dire que pour les agents du service des musées, que c'était un crève-cœur d'avoir construit cette exposition et de ne pas pouvoir la montrer. Et donc, il a été décidé, en accord avec les prêteurs coréens, de prolonger cette exposition jusqu'à la fin de l'année. Madame Spano, je parle sous votre contrôle. Jusqu'au 31 décembre. Alors, il faut quand même dire que donc, la ville, c'est au nord, au sud-est de la Corée du Sud, naturellement. Et qui oui, c'est pas un partenariat avec la Corée du Nord. Et qui est en fait le lieu en question, il s'appelle Bangode. Et c'est en fait une roche en grès qui a des graffitis de moins de 7000 ans. Où sont représentées des baleines. Et ce qui est assez rare, en fait, est même de la chasse à la baleine, avec des arpents qui... C'est une forme de lascaux maritime, mais alors, ce qui est extraordinaire, qu'ils ont fait une reproduction 3D de ces parois rocheuses, cette paroi rocheuse, et ils nous l'ont envoyé ici. Et nous sommes la première ville du monde à présenter cette reproduction. Donc, si vous voulez, c'est pourquoi nous avons accueilli l'ambassadeur aujourd'hui. Et permettez-moi d'associer Michel Sabatier, qui a beaucoup travaillé sur cette coopération avec la Corée. Voilà, c'était une information. N'hésitez pas à aller voir ou emmener des amis. C'est tout à fait remarquable. Alors, vous allez présenter la délibération suivante, qui est Musée d'art et d'histoire, enrichissement des collections. Et affectation des collections, inscription à l'inventaire et procès-verbaux de récollement. Bon, c'est assez technique. En fait, les musées d'art et d'histoire et le muséum de La Rochelle ont l'appellation des musées de France. Donc, les acquisitions que vous ont soumises dans le tableau suivant sont soumises à l'approbation de la commission scientifique régionale compétente pour les acquisitions de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a deux choses qui sont demandées. La première est d'approuver l'inscription à l'inventaire de ces musées, des collections acquises en 2020 et qui ont reçu un avis favorable de la susdite commission. Et deux, les musées de France doivent recoller, c'est-à-dire réexaminer l'origine des collections. Donc, doivent recoller leur collection tous les 10 ans, c'est-à-dire à intervalles réguliers. Voilà, il faut vérifier leur appartenance. Il est proposé au conseil municipal de valider l'inventaire rétrospectif du musée d'art et d'histoire et du muséum qui figure dans les listes annexes et de les affecter aux musées respectifs. On a aussi le musée maritime qui, lui, n'est pas un musée de France et qui n'est pas donc soumis aux mêmes règles. Et donc, vous avez la liste aussi des dons qui ont été faits au musée maritime. Voilà, donc on vous demande d'approuver tout ça. Merci. Pas de questions particulières. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Donc, c'est donc adopté. Cette fois-ci, Madame Spano, Doineau et la maire, la dépôt-vente du catalogue. Alors, l'exposition Doineau et la mer, donc, elle a été proposée par la société Baluse à la ville de La Rochelle. Elle voulait absolument que ce soit la ville de La Rochelle, la première ville littorale à voir cette exposition. Alors, voir la mer avec Doineau, ce n'est pas les Doineau qu'on connaît, c'est les Doineau, pas les Doineau de Paris, les Doineau qui va en vacances à la mer, mais qui ne veut pas être à la plage, avec son appareil photo, se balade, il photographie les gens, ses enfants, ses filles. Il part même en pêche en mer. Et voilà, il se fait embarquer par les pêcheurs sur les bateaux, etc. Et donc, on a, par exemple, une photo qui m'a beaucoup frappée, c'est sur l'île de Ré en 1946, sa fille, toute petite, qui joue avec les casques des soldats qui viennent de partir. Ça, c'est une photo qui frappe, moi, je pense. Hein. Après, il y en a beaucoup d'autres aussi locales, sur l'île de Ré et La Rochelle.
Donc, je vous conseille d'aller la voir. Elle est là depuis le 19 mai jusqu'au 1er novembre 2021. Donc, dans ce cadre-là, la société Baluse a proposé au musée maritime de mettre à disposition des catalogues de l'exposition Douaneau et la mer qui seront vendus par les musées maritimes sous la forme des dépôts-ventes. Les prix des ventes fixés à 35 € TTC et il est convenu entre les deux parties que le musée maritime percevra une commission de 4 € sur la vente des produits. Une convention a été élaborée en ce sens et se trouve jointe donc au présent projet de délibération. Donc, on demande à M. le maire de signer la convention permettant au musée maritime de La Rochelle de percevoir une commission de 4 € sur chaque catalogue vendu de Douaneau et la mer. Merci beaucoup, Anna-Maria. Des remarques particulières, je n'en vois pas. Donc, je vais mettre la délibération au vote. Qui souhaite s'abstenir, qui souhaite voter contre, c'est donc adopté. Un petit mot à Anna-Maria, mais je m'adresse également à mes collègues. Il faut qu'on améliore la signalétique pour aller au musée maritime. Cette exposition au Douaneau la mer est magnifique. À côté de ça, il y a Climat et Océan. Nos musées rouvrent. Et je crois qu'il faut inviter les Rochelais, parce que c'est un petit peu à l'extrémité de l'Encan, de mettre quelques endroits appropriés, une signalétique pour inviter les nombreux visiteurs de notre ville à aller voir ces très belles expositions, que ce soit sur le Climat et Océan, et puis Douaneau la mer. Les musées rouvrent, donc orientons les visiteurs vers ce chemin pour qu'ils puissent apprécier ces très belles expositions. On s'en occupe, monsieur le maire. Ben, j'irai voir demain si c'est fait. Ben, ça, il faut voir aussi avec la voirie, monsieur. Non, mais on peut vous laisser 2-3 jours. Mais la saison va aller vite et juillet approche à grands pas. Donc je pense que si on peut mettre début juillet cette signalétique, nous en serons tous heureux et je sais que vous le souhaitez également. La délibération suivante, Madame Benguigui, présentera au prochain conseil municipal, de vous dire simplement que la Maison des Écritures ouvrira dans son format Maison des Écritures, accueil d'artistes, d'auteurs, le 9 juillet. Nous ferons la cérémonie d'ouverture. Tout le conseil municipal est bien évidemment invité. Monsieur Dominique Guégaud, quartier Notre-Dame, le bistrot Régent Grill, que les plus anciens ont connu sous un autre nom. Auparavant, c'était la Cagouille. La Cagouille, oui. On a eu un restaurant chinois à un moment. Ah bon, moi j'ai connu la Cagouille. Oui, Cagouille. Voilà. Effectivement. Alors vous voulez démolir tout ça? Oui. En fait, la ville a repris, par délibération du conseil municipal d'ailleurs, en tout début d'année, la pleine possession et la jouissance donc, de cet emplacement situé boulevard Joffre, sur laquelle avait été édifié, comme vous le dites, en son temps, un bâtiment à destination de restauration. Nous avons souhaité cette maîtrise, reprendre la maîtrise de ce foncier parce qu'il est situé à un endroit stratégique pour nous, du futur aménagement de quartier. Et étant donné que le bâtiment est en mauvais état, notamment la toiture qui présente des désordres structurels importants, qui peut représenter un danger, on peut penser à des visiteurs non autorisés, voire nocturnes, voire squatteurs, je n'osais pas prononcer le mot, et que la collectivité ne souhaite pas investir, étant donné, comme je l'ai dit, que ce sera intégré dans les réflexions du futur projet Ronde-Joffre. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire donc, à déposer une demande de démolition de ce bâtiment. Ce qui nous laissera des libertés d'aménagement. Absolument. Excusez-moi, ce qui nous laissera une liberté d'aménagement. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, je vous en prie. Merci. Monsieur l'adjoint au maire, en immobilier, il y a un adage qui dit que quand on commence à démolir, c'est que les travaux commencent. On aimerait bien avoir plus d'informations sur ce site. C'est quoi le projet final? Alors, il y aura un projet final, mais qui n'est pas totalement délimité actuellement. C'est un projet d'aménagement qui sera fait avec la communauté d'agglomération. Vous voyez bien qu'avec l'arrivée des Côtes-Mailles, ce qu'on appelle l'avenue Simone Veil, on va avoir évidemment des gens qui vont rentrer par La Rochelle en utilisant plutôt ce boulevard des Côtes-Mailles, enfin, boulevard Simone Veil plutôt, que par exemple Sautel, dont on a diminué le flux. Donc il va falloir travailler à l'aménagement. Ceci dit, ce qu'on a clairement défini, nous n'irons pas vers des aménagements type autoroutier, c'est-à-dire des éléments de bretelles, de rocade. Ce n'est pas du tout ça l'histoire rochelaise.
Donc les techniciens de l'agglomération travaillent et vous présenteront, mais la délibération que nous présente Dominique, elle est surtout, pour ce qu'il a indiqué, éviter que ce bâtiment soit utilisé à des fins pour lesquelles il n'est pas fait. Et donc c'est plutôt de nettoyer, rendre propre et laisser la liberté d'aménagement ensuite. En fait, ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a un espace EBC, espace boisé classé. Et on imaginait effectivement de relier boulevard Joffre au pont Jean Moulin. Voilà, on pourrait imaginer que ça passe au milieu de tout ça et c'est ce qui nous inquiète. Alors, je peux vous dire qu'il y a devant vous Chantal Vetter, qui immédiatement se précipiterait sur la personne qui aurait de telles intentions. Et je dis à Chantal, il n'y a pas de risque. Voilà. Donc oui, il y aura un aménagement. Ce qui est très clair, c'est qu'il y avait eu dans le temps des projets de raccordement type autoroutier. Vous voyez, le grand rond-point, la rocade. C'est certainement pas vers cela qu'on tendra, sachant que la réflexion sur les parkings qui est engagée sera aussi de bloquer plus en amont un certain nombre de véhicules. Vous avez vu que sur la rue Simone Veil, enfin, si vous allez voir par là-bas, parce que c'est pas encore ouvert, eh bien qu'il y a un parking à hauteur de la salle Georges Brassens, qui est encore surétrait. Donc oui, il y a des réflexions à mener, et non seulement j'irai encore plus loin que ce que vous dites. Vous voyez, cette ceinture verte de La Rochelle, elle a été amputée quand l'hôpital, et notamment les urgences de l'hôpital, ont été construites, qui donnent sur le boulevard Joffre. Je pense qu'il serait de bon ton de reconstituer une continuité verte dans ces zones-là. Je vois que Jean-Philippe acquiesce. Et donc notre orientation, ça sera que cette ceinture verte puisse se reconstituer une fois que l'hôpital aura déménagé, ce qui veut donc dire aussi une négociation avec l'hôpital un petit peu sévère, puisque évidemment, pour financer ces équipements, on cherchera à valoriser au mieux son foncier, et que nous, on va leur dire, oui, vous allez le valoriser, mais pas à des montants immenses, parce qu'il y a des zones sur lesquelles la reconstitution de cette ceinture verte devra avoir lieu. Quand on est à l'endroit que vous évoquez, au Régent, on voit bien qu'on retrouve, après les urgences de l'hôpital, de l'espace vert de très grande qualité, et je pense que cette continuité méritera d'être refaite. Donc non seulement pas de destruction, mais au contraire de l'aménagement et du verdissement sur cette zone-là. Et je vois Chantal qui est heureuse, ce qui est pour nous l'objectif suprême. Merci. Je vais mettre cette délibération au voix. Qui souhaite s'abstenir? Nadège Désir. Excusez-moi, Nadège. Monsieur le maire, vous avez été destinataire. Attendez, c'est mal réglé, je suis désolée. Vous avez été destinataire d'un courrier d'habitants de la rue des Roses à Saint-Éloi. Et dans ce courrier, les habitants vous font part de leur satisfaction quant aux travaux qui ont eu lieu actuellement sur le boulevard André Sautel. Mais ils vous font aussi part de nuisances sonores dans toutes les rues pratiquement perpendiculaires au boulevard Sautel. Donc les ralentisseurs qui ont été installés boulevard Sautel poussent les automobilistes à emprunter les rues adjacentes. Donc ce qui fait que les rues qui sont limitées à 30 km/h ne le sont plus, puisque les automobilistes roulent à presque plus de 60 km/h. Donc, les personnes qui vous ont adressé ce courrier vous demandent est-ce que dans la continuité des travaux qui ont lieu sur le boulevard André Sautel, des travaux seront aussi prévus dans les rues qui jouxtent l'avenue, le boulevard André Sautel, et est-ce qu'il y a des aménagements qui vont être faits dans ces petites rues? Merci de cette interpellation. Je me tourne vers Olivier Prantou. Ce que je sais, c'est qu'on a eu des échanges avec nos collègues des maires de l'agglomération. Pourquoi? C'est que les Rochelais veulent avoir une qualité de vie dans tout leur quartier, que ce soit à Tadon, que ce soit sur Saint-Éloi, sur Sautel que vous évoquez, et qu'on ne peut plus accepter dans notre ville des grandes rentrées autoroutières dans la ville. Et donc, il faut qu'on s'habitue à ce que les entrées de ville soient plus réduites, mais pour cela, il faut aussi leur offrir des alternatives, et je pense que le boulevard Simone Veil, de manière raisonnable. Il s'agit en aucun cas de faire une pénétration autoroutière en ville, mais plutôt de transférer des flux qui gênent les habitants de nos quartiers vers ces voiries-là. Je pense qu'on aura, quand la voirie Simone Veil sera réalisée, c'est-à-dire à la fin de cette année,
c'est dans pas longtemps une nette amélioration. Peut-être qu'Olivier Prantou, vous voulez compléter sur ces aménagements. Moi, j'ai vu des gens satisfaits parce qu'on a une nette réduction du flux, mais c'est vrai ce que vous dites, il y a des phénomènes parasites en plus de gens qui prennent d'autres cheminements. Olivier, mettez votre micro en route, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Bonsoir, Madame Désir. Alors, j'entends la préoccupation que vous avez relayée. Je tiens à insister tout d'abord sur le fait qu'en fait, un système qui se met en place, il est difficile de le juger au bout d'une semaine. C'est-à-dire qu'en fait, on a 1 an de travaux, on a une question qui date de 20 ans, peut-être 30 ans. Il est bien évidemment trop tôt pour juger les conséquences. Pour autant, on en a bien conscience. Il y a des systèmes de comptage qui sont mis en place en fait sur toutes les voies qui sont susceptibles de souffrir de report de circulation. Et là, on va assez loin. On va dans un sens avoir la rue Basse-Saint-Éloi, dans l'autre sens les avenues du Cimetière, la rue de Beauregard, la rue Marius-Lacroix. Donc il y a une grande campagne de comptage qui est en route afin qu'évidemment les ajustements qui devront être opérés sur ces voies-là, sans remettre en cause l'apaisement bien évidemment du boulevard Sautel, puissent l'être d'ici quelques mois et sans tarder. Donc on est à l'écoute des gens. Pour autant, je tiens quand même à préciser que je pense qu'il y a un chouïa d'exagération quand on dit que c'est devenu à 60 km/h sur les rues perpendiculaires, type Edgar Quinet par exemple. Non, pas du tout. Je pense qu'on a des comportements un peu nerveux, inadaptés. Il faut que les gens s'habituent, mais en tout état de cause, lorsque l'on emprunte dans le sens entrée le boulevard Sautel le matin, moi je constate que, comme nous l'annoncions, on est sur un boulevard certes ralenti, apaisé, mais pas du tout figé. On a un petit peu plus de problématiques, en fait, il faut le reconnaître et travailler dessus, juste avant la patte d'Oie, sur la rue de Dompierre, juste après la rue Basse-Saint-Éloi, pour accéder à la patte d'Oie. Là, c'est un peu compliqué. Comment? Ouais, c'est ça. C'est un peu plus compliqué de ce côté-là. Je vous charge de répondre à la préoccupation des habitants qui vient d'être... On est dessus, monsieur le maire. Merci. Madame Désir. Vous avez laissé votre micro éteint. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, madame. Oui. Oui, désolé. Monsieur Prantou, je vous invite à aller tout simplement aux heures de pointe, vers 17 h dans cette rue, la rue des Roses, et vous verrez qu'effectivement, on n'est pas à 30 km/h, on est plutôt autour des 50 km/h. C'est pas, je l'ai vu de mes propres yeux, donc c'est pas de l'invention. Mais je vous inviterai surtout à aller voir ces habitants parce que ils ont adressé un courrier à monsieur le maire, ils attendent toujours une réponse. Et d'ailleurs, j'en profite puisque j'ai la parole parce que j'ai aussi été interpellée par un monsieur qui habite rue de l'Artillerie, qui vous a rencontré, monsieur le maire, il y a 1 an, et qui vous avait interpellé concernant des travaux pour enterrer les lignes d'alimentation qui sont, lorsque vous regardez, vous levez la tête lorsque vous êtes dans cette rue, et dans la rue aussi de l'Infanterie. Effectivement, les travaux ont été faits jusqu'à la limite du collège, et dans la continuité, il n'y a pas de travaux pour enterrer les lignes. Et ce monsieur vous avez interpellé, vous avez demandé ce qu'il était prévu de faire pour ces rues, et vous lui avez répondu, monsieur, à l'époque, monsieur le maire, qu'il n'y avait pas de budget pour réaliser ces travaux. J'aurais aimé savoir, et donc je me fais l'intermédiaire de ce monsieur qui m'a demandé de vous interpeller parce qu'il n'a pas de réponse à ces courriers. Donc j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, parce qu'on sait que c'est la collectivité en fait qui doit commander des travaux à ERDF et à GRDF pour que les travaux puissent être entrepris. Effectivement, ça a un coût, mais qu'il faudrait peut-être l'envisager parce que c'est vrai que c'est pas très très beau. Merci. On va effectivement reprendre contact et répondre rapidement au courrier. On est dans un quartier où il y a pas mal de mutations. L'autre jour, quand nous étions à la salle de Saint-Éloi, il y a des habitants qui se plaignaient de mauvaises connexions avec SFR. C'est en train de se rétablir, mais je peux vous dire qu'on a ces problèmes de connexion sur la fibre qui ne sont pas totalement satisfaisants. C'est le moins qu'on puisse dire. Je reviens au sujet que nous avons présenté, qui est une délibération relative à la démolition de l'ancien bistrot Régent Grill. Qui souhaite s'abstenir? Je ne vois pas. Qui souhaite voter contre? Cette délibération est donc adoptée. Monsieur Guégaud, une acquisition de parcelles, un petit dossier sur Villeneuve, rue du Pont des Salines.
Oui, monsieur le maire, merci. Je ne vais pas dépenser beaucoup, oui, sur ces deux délibérations de suite, là. En septembre 2020, oui, chers collègues, nous avions délibéré pour exercer le droit de préemption d'un terrain, 27 rue du Pont des Salines, pour y réaliser le nouveau dépôt municipal des espaces verts du quartier, en remplacement donc de celui qui existe au Clos Marga. Voilà, donc afin d'installer ce nouveau dépôt dans les meilleures conditions possibles, il était souhaitable d'y annexer deux petits terrains, enfin ça fait quand même une surface de 1000 m² à l'arrière, notamment pour la circulation des poids lourds, pour fluidifier, et ces deux terrains appartiennent à la CDA, donc ces terrains pourraient nous être attribués généreusement à l'euro symbolique par la CDA, et donc je vous propose d'accepter cette proposition. On aime bien ce qu'est à l'euro symbolique. Voilà. Donc, qui souhaite s'abstenir? Oh, pardon, Aya, excusez-moi. Ah, pardon. Merci, monsieur. Bien sûr, le groupe Le Renouveau ne peut qu'approuver l'acquisition, bien sûr, à 1 euro symbolique de ces parcelles. Toutefois, permettez-moi de reposer la question que j'avais déjà posée le 21 septembre dernier, près de 10 mois, en ce qui concernait le devenu du Clos Marga. Et la réponse de M. Guégaud, je cite, était « Rien n'est encore défini ». Seulement, le mercredi dernier, cette même question avait été posée par Mme Murat, et nous avons appris que le Clos Marga était très courtisé, voire convoité. Donc, permettez-moi encore une fois de vous reposer cette même question. Quel avenir réservez-vous au Clos Marga? Et puis, surtout, quand comptons-nous en débattre? La réponse que vous donnerez, monsieur le maire, intéresse les Rochelais. Merci. Bien sûr. Alors, pour répondre à cette question, réinstaller les espaces verts. Donc, il y a une étude, il y a des fonciers qui sont en train d'être acquis. Donc, on a aussi une question budgétaire, c'est de trouver le financement pour pouvoir réinstaller les espaces verts. Dès qu'on aura stabilisé l'investissement et le calendrier des espaces verts, on va rentrer dans le dur de la répartition des locaux qui vont être rendus disponibles. Donc, à cet instant, je ne peux pas vous dire exactement l'ensemble de répartition des locaux, mais sachez que oui, on va vers une nouvelle installation des espaces verts. Dominique Guégaud, si vous voulez apporter plus de précision à ce stade. Simplement sur l'occupation des futurs espaces qui seront disponibles, donc on n'y est pas. Vous savez, on a une liste d'attente extrêmement importante. Je crois que j'ai 200 attentes de locaux au service des AIF, je ne sais pas si vous imaginez. Donc on aura le choix pour les occuper. Mais pour l'instant, rien n'est défini. Non, on présentera, on débattra sur l'aménagement sur le quartier le moment venu, mais sachez qu'il faut quand même un petit peu de temps et puis des moyens financiers. Aujourd'hui, les services d'espace vert est mal installés, donc pour cela, on a trouvé un meilleur emplacement, mais ensuite, il faut le budgétiser et ce n'est pas des petites sommes. Donc tout ça va se dessiner et je vous rassure, on ne va pas affecter ces salles en catimini, on en parlera tranquillement en conseil municipal. Voilà, chers collègues. Je vais mettre la délibération aux voix. On n'a pas voté. Voilà. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Donc cette délibération est donc adoptée. Maintenant, nous passons sur l'avenue des Cordeliers. L'opération Renaissance est terminée. Je laisse présenter la délibération. Oui, c'était La repossession à l'euro symbolique des espaces publics. Oui. Nous avions signé en 2015, avec le permis de construire, une convention de rétrocession avec la SAS Mangin, chargée de l'aménagement du quartier Renaissance. Une première tranche donc, avait été achevée en 2019. Et nous avons d'ailleurs ouvert la passerelle piétonne et cyclable au-dessus de la voie ferrée. Et depuis, les opérations de construction sont donc terminées. Les aménagements concernant les équipements urbains, c'est-à-dire le mobilier urbain, les réseaux d'eau pluviale potable, l'éclairage, etc. Tout est réceptionné, donc il convient donc maintenant d'incorporer dans le domaine public de la ville les voiries et les espaces communs pour qu'ils soient accessibles
à l'ensemble des Rochelais. Voilà. Donc il vous est proposé d'autoriser l'acquisition à l'euro symbolique cette fois de l'ensemble de ces espaces. Donc 2 € de dépensés en 2 délibérations. Merci. C'est des délibérations qui sont dans la durée, pas forcément des cadeaux. Parce qu'après, il faut entretenir des espaces publics comme cela. Dans la vie, il y aura... Monsieur Prantou. Oui, je confirme. Pour le coup, Sandrine en sait quelque chose, Sandrine Voyard. J'ai déjà eu beaucoup d'interpellations en fait sur l'aménagement du stationnement PMR, de ceci, de cela. Depuis 1 an, les gens ne comprenant pas que ce n'était pas encore à proprement parler le domaine public. Donc il y a du travail sur le secteur et oui, en entretien, ça coûtera un peu d'argent. Forcément, mais par contre, on a la fiscalité des militants installés. Évidemment. Oui, des demandes? Monsieur Tougeron. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Alors, le groupe Le Renouveau posera simplement une question maintenant que les espaces communs sont rétrocédés dans les espaces verts. Pourrait-on espérer qu'ils soient plus généreusement garnis en végétaux? C'est une question. Je vous remercie. Merci de la question. Alors, c'est déjà planté pour une part. Est-ce qu'on peut faire plus et mieux? Je n'ai pas la réponse comme ça par cœur. On va envoyer nos spécialistes, les services nature et paysage, va débarquer avec Chantal à sa tête, expertiser, voir s'il y a des choses qu'on peut faire mieux ou plus complet. Certainement pouvoir faire mieux parce qu'il y a eu quand même pas mal de minéralisation. On aimerait déminéraliser et verdir un peu, oui. Mais c'est à l'étude, on ne va pas faire ça du jour au lendemain. Non, pour cet été, ce sera trop court. Mais pour l'automne, peut-être. Oui, je vous en prie, M. Coupeau. Qui a? Je n'ai pas compris. D'accord. Mais il nous écoute. Très bien. Chers collègues, je mets cette délibération au vote. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Elle est donc adoptée. Thibault, je sais que vous nous avez rejoints. Et donc, vous avez une délibération sur des achats de titres de restaurants et des prestations de gestion pour les agents. Bonsoir à tous. Dans cette délibération, il s'agit de renouveler une convention qui nous permettra de constituer un groupement de commandes sur les 3 collectivités, Ville, CCAS et Agglo. Donc c'est une convention qui permettra de mutualiser l'achat de titres de restaurants. Donc c'est la CDA qui coordonnera l'appel d'offres. Cette convention a une durée de 5 ans avec possibilité de reconduction. Le service de la commande publique qui coordonne l'appel d'offres m'a informé que progressivement, ce sera la fin des chèques papier sur les titres de restaurants. Et donc, il va y avoir une dématérialisation des titres de restaurants. Voilà. Donc, on garde quand même un format hybride pour que les agents vacataires et les contrats de courte durée puissent continuer à avoir les titres papier pour pouvoir les déjeuner le midi. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accepter les termes de la convention constitutive et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Merci Thibault. Je ne vois pas de questions particulières. Nadège Désir. Comment, sous quelle forme, parce que je n'ai pas bien compris le fait de dématérialiser des titres de restauration, pardon. Comment est-ce que ça sera versé avec le salaire? Est-ce que c'est sous forme de carte? Est-ce que voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, il y aura une ouverture d'un portail aux agents avec le paiement des sommes dues à l'euro. Voilà, donc ça évitera en fait de rendre la monnaie et d'avoir tous ces mouvements et qui d'ailleurs a priori sont interdits. Et les restaurants seront équipés pour? Écoutez, alors là c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Alors monsieur Berthaud, j'ai un ami qui peut à répondre. Monsieur Berthaud, vous avez la parole. Oui, sur les titres restaurants, la plupart du temps, ça se matérialise par une carte, comme une carte de crédit, et c'est débité directement chez le restaurateur. Par contre, là où les restaurateurs parfois ont l'attitude d'accepter parfois un peu plus de tickets de restaurant et même les utiliser le week-end, là avec la carte de crédit, il n'y aura pas cette tolérance. Donc du coup, ça sera vraiment limité, je crois, de mémoire à 2 tickets par jour et pas le week-end, puisque les tickets sont là pour permettre aux agents de ces 3 tickets. 30 €, ouais, c'est un montant. Et donc voilà, du coup, il y aura cette limitation avec la carte de crédit. Donc c'est pour ça que beaucoup d'acteurs de la commande publique, en
retardent au maximum l'achat en dématérialisé de ces tickets restaurants. Ils préfèrent encore le choix du papier, mais petit à petit, inévitablement, nous allons vers cette restriction d'usage, malheureusement, pour les usagers. Merci de cette réponse collective. Coupeau, vous voulez encore apporter... J'ai une autre question, monsieur le maire, je suis désolée. Petite précision. Nadège, monsieur Coupeau va apporter une précision complémentaire. D'accord, merci. Précision, c'est que tous les TPE maintenant sans contact prennent donc cette carte dématérialisée, systématiquement, à condition que le restaurateur soit affilié au ticket restaurant ou chèque déjeuner. Voilà. Merci beaucoup de cette précision. Cela vous convient comme réponse? Monsieur le maire, j'ai une autre question. Je suis désolée de vous embêter avec ça, mais moi, je pense aux personnes qui ont des petits salaires. Moi, je le vois souvent lorsqu'on fait nos courses. Effectivement, certaines familles, en fin de mois, payent leurs courses avec des tickets restaurants. Donc, ce système-là ne permettra plus aux personnes de faire leurs courses avec des tickets restaurants. Moi, je trouve ça bien dommage parce que très souvent, on le sait bien, hein, les personnes qui ont des petits salaires, on arrive le 20 du mois, on n'a plus rien. Donc, c'est vrai que souvent, ça permet de remplir le caddie de course, de pouvoir nourrir sa famille. Donc là, c'est une restriction qui va, ça va être compliqué. Donc, est-ce qu'il y aura est-ce qu'on est obligé, nous, ville de La Rochelle, de passer à ce système? Alors, on va vous apporter une réponse. Non, on pourra payer toujours. Je vais laisser Olivier Pantoux répondre plus précisément. C'est un simple témoignage d'emploi qui distribue des tickets restaurants et qui utilise ces dispositifs. Les libertés sont les mêmes. Vous pouvez les utiliser dans n'importe quel supermarché selon des règles en fait qui sont celles qui sont normalement celles avec les limites d'usage qui sont celles en fait qui s'imposent déjà au ticket restaurant. Donc effectivement, on doit payer de l'alimentaire avec, on ne peut pas acheter n'importe quoi, ça ne passe pas électroniquement alors qu'éventuellement dans certains supermarchés, un peu moins regardant avec la réglementation, ça pouvait passer, mais je crois précisément que par rapport à cette urgence et ce sujet de précarité, justement, ça permet d'être sûr que ces tickets restaurants servent bien à acheter de la nourriture. Merci de cette précision, chers collègues. Merci à tous. Je vais mettre la délibération au vote. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Cette délibération est donc adoptée. Monsieur Guigaud, si vous acceptez, je vais rapporter les 3 délibérations de la plus haute importance. Je vous propose une servitude de passage à Port-Neuf pour un câble basse tension rue du Roussillon. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? C'est donc adopté. Toujours une servitude de passage pour Enedis. Passage de câble pour la desserte énergétique, parcelle BI 372, avenue du Maréchal Lyotet. Abstention, vote contre, adopté. Toujours pour Enedis, 51 logements, avenue de Rompsay. Toujours servitude de passage. Vous avez les lieux qui sont mis à l'écran. Abstention, vote contre, c'est donc adopté. Thibault, vous avez les délégations récapitulatives des décisions prises par des délégations maires. Mais je veux vous rassurer, c'est rarement le maire qui le fait, c'est souvent ses adjoints. Ok, il m'appartient de terminer, de conclure avec cette délibération. Le conseil municipal est informé et invité à prendre acte de la communication des décisions suivantes. Nous avons signé un contrat d'allotement avec la Caisse centrale d'activité sociale des industries électriques et gazières. Nous avons prolongé des conventions, la convention avec le musée d'art et d'histoire. Nous avons renouvelé l'adhésion à l'association Rochelaise pour la coopération, l'animation et la diffusion documentaire, renouvelé l'adhésion à l'association des petits débrouillards ainsi qu'à l'association des maires de la Charente-Maritime. Et puis nous avons demandé 2 subventions à 2 organismes financeurs pour financer nos dépenses d'investissement, auprès de l'État pour financer les bornes de sécurité du Vieux-Port et auprès aussi de l'État et de la DRAC pour la rénovation du musée du Nouveau Monde. Voilà, monsieur le maire et mes chers collègues. Merci Thibault. Il n'y a pas de vote sur ce point-là. Nous prenons acte que vous nous en avez fait part. Chers collègues, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous au mois de juillet. On ne pourra pas le faire en présentiel encore. Moi, je suis impatient de voir tous nos collègues. Ça dépend des normes sanitaires et nous ne connaissons toujours pas les... Voilà. Si on peut, on le fait en présentiel pour que tous nos collègues puissent avoir le plaisir de les voir. Sinon, on continuera sur le format actuel. Je veux remercier toute l'administration qui a préparé ce conseil municipal. Merci à vous pour cette
présentation. Et s'il n'y a pas de point particulier, je vais lever le conseil municipal et vous souhaiter une très bonne soirée. Faites attention, il fait très chaud actuellement. Merci à vous. Bonsoir.